professeur Abdou Ansari, qui pose une question qui me semble centrale, notamment sur le fait de penser la crise dans son épaisseur. Et effectivement, l'idée de l'isolement de la complexité en se bornant exclusivement quelquefois sur les pulsations du temps réel et dans l'analyse de l'immédiateté rend difficile, je dirais, une lecture saine, fine, complexe des réalités en mouvement. Et nous avons vraiment le plaisir, l'honneur de l'avoir pour partager donc ce premier tour d'horizon, cette première, je dirais, radioscopie et historique et de réflexion donc sur le fait. Le deuxième moment va être présenté par notre ami Samia Troubi, qui nous vient donc de France avec une expertise sur la réalité notamment du religieux dans le contexte occidental et notamment sur la question de l'islam, mais pas que. Elle nous en dira certainement un mot et ça reviendra au moment des débats, avec elle sur un focus sur la réalité, comme je l'ai dit, de l'islam dans le contexte français, en élargissant sur le champ de l'islam européen, et peut-être, je ne sais pas si tu en diras un mot, sur le contexte occidental, parce qu'elle a aussi beaucoup investi, notamment aux États-Unis. C'est une globe-trotteuse tout à fait intéressante, avec en même temps une réflexion intellectuelle de fond et aussi une expérience militante tout à fait éclairante, qui va en même temps nous donner évidemment un focus sur les grandes idées, puis aussi sur les pulsations aussi du terrain, de ce qui est en train de se produire aujourd'hui comme crispation, tant sur le plan du dialogue, de la rencontre avec l'altérité. Et donc ce sera, me semble-t-il, un moment, et j'en suis sûr, un moment passionnant, intéressant, et que nous prolongerons également dans le cadre du débat. Nous avons donc, comme je l'ai dit, une ouverture relativement large avec l'exposé du professeur Abdou Ansari. Je vais presque faire l'impolitesse de le présenter, parce qu'on ne le présente plus aujourd'hui. Nous avons vraiment l'honneur d'avoir une présence lourde aujourd'hui à la BNRM. On est très honoré qu'il ait accepté d'être avec nous dans le débat. Et sa proposition d'intervention était vraiment en même temps pour moi une belle surprise et une vraie bonne coïncidence dans l'ouverture d'un cycle. Parce que je pense que c'est par là qu'il faut commencer, avec une thématique, comment sommes-nous arrivés là? C'est une question qui a été déjà posée, abordée, réfléchie par l'Amir Shakib Al-Salam, donc qui a posé la question, évidemment, dans son contexte, de poser la réflexion sur où est le problème aujourd'hui de l'islam et du monde musulman. Comment en sortir, comment développer trois choses. Alors, évidemment, quand il a proposé son sujet, je me suis précipité dans les librairies, dans les poussières, et je suis retombé sur l'ouvrage de Shakib Al-Salam, que j'ai relu pour ne pas paraître idiot. Et donc, je vois qu'il effectivement propose des choses assez éclairantes, mais il les propose sous forme de pamphlet. Je pense que c'est plus un manifeste de revendication plutôt qu'une analyse intellectuelle fondamentale. Je comprends beaucoup mieux le succès, parce que c'est facile à lire, et c'est très motivant. On a l'impression de l'entendre crier avec un micro et mobiliser les foules, mais il dit des choses tout à fait intéressantes, parce qu'il prône trois clés principales: la question de l'union, la question de la libération, dans des contextes difficiles, et puis évidemment la question de la renaissance, notamment de la réforme. Et en mettant le doigt sur le malaise du monde musulman, il voit des formes de fatalisme, il voit l'ignorance structurelle, et notamment il pointe avec presque de l'humour l'idée de l'ignorant qui ignore qu'il ignore. Et donc il pointe un certain nombre de clés comme ceci qui me semblaient notamment être tout à fait intéressantes dans le débat. Il est mort en 1946, vous êtes né en 1946, donc c'est une belle relève, je trouve, et un prolongement de la réflexion. Le professeur Abdou Ansari est philosophe de formation, cofondateur de Prologue. Il a évidemment une trajectoire qu'il est complexe de restituer en quelques mots, mais il a été à la tête de la fondation Abdelaziz à Casablanca, de l'Aga Khan en Angleterre, et donc avec
une publication tout à fait intéressante qui s'articule en gros sur la question donc, du réformisme, donc un vrai focus sur la question de la pensée islamique, mais également sur le débat de la sécularisation et de la démocratie. On pourra évidemment, si vous, pour ceux qui le souhaitent, vous faire part de ces publications et de l'orienter, mais sans plus tarder, parce que j'ai déjà été très bavard, je vais lui céder la parole pour l'écouter avec grand plaisir et sous vos applaudissements, bien évidemment. Merci beaucoup. Et tout d'abord, un grand merci à notre modérateur pour sa présentation, pour l'institution qu'il représente, pour m'avoir, disons, invité à contribuer à ce débat. Comme vous l'avez fait remarquer à juste titre, le titre que je propose pour mon intervention est emprunté à un ouvrage, à quelqu'un dont on a pratiquement oublié le souvenir aujourd'hui, un ouvrage qui a été publié dans les années 20 et qui, à l'époque, a eu un immense retentissement à travers tout le monde musulman. L'ouvrage est, comme vous l'avez dit, d'un Libanais, Shakib Akselen. On oublie aujourd'hui qu'il était druze et que, disons, les plus orthodoxes les sunnites musulmans ne le considéreraient pas comme un musulman, pas du tout. Mais à l'époque, il se sentait musulman, il a été accepté comme tel, et il s'est fait le porte-parole ou le champion d'une préoccupation qui avait travaillé les esprits dans le monde musulman, disons, depuis le début du XIXe siècle. C'est une question qui, je crois, a été dans les esprits pendant près d'un siècle. Son ouvrage a été publié en 1930, autour de 1930, et qui reste encore, disons, dans les esprits, qui a été reprise sous des formes différentes par plusieurs auteurs, mais je voudrais, disons, au passage, en signaler une qui me paraît constituer un tournant dans cette histoire d'une question, si l'on peut dire. C'est l'ouvrage beaucoup plus récent, très proche de nous, d'un certain de Bernard Lewis, un historien spécialisé dans l'histoire du monde musulman, dont un essai, disons, a eu un retentissement, a eu une distribution, a eu un impact bien au-delà de ce que rêvent les plus fous de ceux qui écrivent des essais, puisque son ouvrage, le titre, c'est « What went wrong ?» Qu'est-ce qui a mal tourné, en quelque sorte. Cet essai a été vendu à plus de 200 000 exemplaires, alors que, ordinairement, dans les cas, disons, de grands succès pour un essai, on arrive à 2 000, 3 000, 5 000 exemplaires. Donc, c'est un ouvrage, et je crois que, enfin, c'est un essai assez court, je crois que son effet également a été extrêmement important. J'espère pouvoir expliquer comment, dans les minutes qui me sont réservées. Donc, pour le premier, Shakib Akselen, il exprimait une préoccupation qui travaillait les esprits, comme je disais, depuis bien longtemps à son époque. Pourquoi les musulmans sont devenus arriérés ou sont entrés en décadence alors que les autres progressent? C'était la question des années 20. Je ne suis pas sûr que ce soit exactement la même question. Alors la plupart des commentateurs, des historiens, mettent l'accent sur le sentiment qui a fait naître cette question. Le sentiment, c'était la réalisation, la prise de conscience du décalage qui s'était créé, qui s'était creusé entre le monde musulman et l'Europe. La question traduit, disons, la première, disons, la reconnaissance, la plus formelle qui soit, que quelque chose s'est passé dans l'histoire et que ce quelque chose, ce tournant, a été très négatif. Et que les musulmans se sentaient désormais, à partir ou bien quelques décennies plus tôt, en réalité, comme étant en décalage par rapport à leur histoire et à l'histoire mondiale. Ce que la plupart des commentateurs manquent, à mon avis, ce qu'ils ne voient pas, et qui est peut-être bien plus important que cette prise de conscience, c'est plutôt le fait que ce que j'appellerais, ce que j'ai proposé d'appeler le compromis
de l'âge classique de l'islam a été, disons, est arrivé à sa fin, a été, disons, dépassé. Qu'est-ce à dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Le compromis, ce que j'appelle le compromis de l'âge classique de l'islam, c'est un ordre sociopolitique qui a prédominé dans pratiquement toutes les parties du monde musulman pendant des siècles. Je me permets un retour en arrière pour, disons, en situer les débuts et la façon dont il s'est imposé. À la mort du prophète, disons, nous remontons aussi loin que possible, les musulmans, la petite communauté musulmane s'est trouvée, disons, dans une situation où elle ne savait que faire. Il n'y avait pas de prescription précise, formelle, qui lui indiquait à l'époque ce qu'il fallait faire le jour où le prophète n'allait plus être parmi elles. Il est apparu immédiatement qu'il y avait 4 options, 4 possibilités. Les 3 les plus souvent reconnues et mentionnées dans l'histoire sont 1, si je puis dire, l'option monarchiste. L'idée que le mieux désigné pour remplacer le prophète dans le leadership de la communauté, c'était quelqu'un de sa famille, quelqu'un de sa lignée. Il n'avait pas d'enfant mâle, donc en principe, le plus proche de lui était Ali ibn Abi Talib. Ça a donné par la suite le chiisme. L'autre option était celle des habitants de Médine, qui avaient accueilli le prophète et qui l'avaient soutenu à un moment où il était en difficulté, et qui avaient permis, disons, à l'islam de s'instaurer dans l'histoire. Les Ansar, ils se sont réunis et ont voulu choisir l'un d'entre eux pour être l'émir de la communauté, et quitte à ce que ceux qui étaient venus avec le prophète de la Mecque prennent des rôles secondaires. Mais cette réunion qui était en plein déroulement, et les Ansar n'arrivant pas à trouver un consensus entre eux, a été interrompue par l'arrivée de représentants, si je puis dire, de l'option numéro 3, l'option, disons, d'une direction charismatique de la communauté. C'était les 2 compagnons les plus proches du prophète, Abu Bakr et Omar, et les 2 ont immédiatement tranché le débat en disant non, ce n'est pas à vous qui nous avez accueillis et soutenus, etc., de diriger la communauté, mais plutôt à nous. Et Omar s'est immédiatement tourné vers Abu Bakr, qui était l'ami le plus proche, le compagnon, pardon, le plus proche du prophète, et lui a prêté allégeance. Et il y a eu un moment d'indécision, et puis c'est cette option qui a prévalu. Par la suite, les autres, disons, successeurs, les califes, les premiers califes, étaient cooptés, je ne dis pas élus, mais cooptés, c'est important, parmi les compagnons du prophète, selon une certaine idée du mérite religieux, de la vertu, comme on pouvait l'imaginer à l'époque. Il y avait une 4e option, une 4e possibilité, qui n'est pratiquement jamais mentionnée par les historiens, mais qui a été rappelée à la mémoire des musulmans, si je puis dire, au début de ce siècle, en 1925. Quelqu'un qui est allé regarder dans les sources les plus anciennes, c'est Ali Al-Tarazek, et il a découvert que l'un de ceux qu'on a accusé au début d'être un apostat et qu'on a exécuté était tout simplement quelqu'un qui avait dit oui à l'islam, nous sommes des musulmans, mais non à l'idée de créer un État au nom de l'islam, quel que soit cet État. C'était en quelque sorte le premier laïc ou le proto-laïc de l'histoire des musulmans. Il a été immédiatement exécuté et donc on l'a pratiquement oublié. Cette période de ce premier califat, les 4 premiers califes qu'on appelle les bien guidés, Rachidoun, etc., et qui étaient en principe, qui étaient en réalité cooptés par le petit cercle des compagnons du prophète, selon des modalités à chaque fois différentes, a eu, quoique leur période était très mouvementée et empreinte de grande violence, mais il a laissé un prestige, enfin une impression durable parmi les musulmans, l'idée que c'était des leaders de la communauté qui n'étaient pas des rois, qui n'étaient pas à la recherche du pouvoir
pour eux-mêmes ni pour leur famille, qui étaient là en raison de leur vertu, de leur qualité religieuse, et qui ne se sont pas transmis le pouvoir sur la base d'intérêts partisans en principe. Ce califat, nous savons tous qu'il a été balayé par un pouvoir militaire et politique beaucoup plus solide, celui qui a été instauré à Damas à l'époque par un des gouverneurs nommé par le troisième calife. Et depuis, les musulmans sont tombés sous le régime de la monarchie, pas celle dont rêvaient les chiites au début, enfin les partisans de Ali, on ne veut pas encore les appeler les chiites à l'époque, mais disons une succession de monarques qui ont pris le pouvoir, disons par la force, et qui ont légitimé ou fait légitimer le pouvoir par, disons, appel à des clercs religieux. Et ils ont fait pression, le pouvoir de fait a fait pression sur les clercs religieux pour obtenir leur avis favorable. À un moment donné dans l'histoire des musulmans, je vais aller très très vite, à un moment donné, il y a une expression qui a été proposée par l'un de ces clercs qui traduit très bien cet état de choses, cet état de ce système sociopolitique. L'expression est à mon avis, une merveille de concision et de précision. Point. Quiconque parvient à renforcer son pouvoir de contrainte sur les autres doit être obéi. Le devoir du musulman est d'obéir le pouvoir de fait, étant entendu à l'époque que ce pouvoir ne légifère pas. C'est cela le compromis de l'âge classique. Le pouvoir n'a pas, disons, d'autorité en matière religieuse ni en matière juridique. Le pouvoir politique a un mandat très limité, très précis. Il est au service de la religion et il est au service de la loi telle qu'elle est formulée par les clercs religieux. En quelque sorte, le pouvoir politique est confiné dans un rôle, je dis bien en principe, dans un rôle très limité. Il est au service de la religion et de la loi et de la communauté. Et la religion et la loi et la communauté, leur porte-parole, il n'y avait pas d'élection ni de parlementaires à l'époque, leur porte-parole étaient les clercs religieux, les rabbins. Donc pendant des siècles, et dans une ère géographique qui va de l'Atlantique ici jusqu'en Asie centrale, se sont succédés un certain nombre de dynasties dont le pouvoir était plus ou moins fort, dont l'ère de domination était plus ou moins substantielle, etc. Et leur succession ne semblait pas mettre en difficulté le système lui-même. Le monde musulman, comme le soulignent les historiens d'aujourd'hui, était une sorte de grand ensemble ouvert où tout le monde pouvait se déplacer, où, disons, quelqu'un qui pouvait être né à Tanger, par exemple, pouvait devenir ambassadeur du roi de Delhi auprès de l'empereur de Chine. Vous savez peut-être qui c'est. Donc, il était possible à n'importe qui, disons pratiquement, par l'échelle de promotion sociale, était celle de ce qu'on considérait à l'époque comme le savoir le plus noble qui puisse être, le savoir religieux, et quand on était à Alim, on était admis et reçu partout dans le monde musulman, et toutes les portes étaient ouvertes, pourvu évidemment qu'on ne s'attire pas le courroux ou la colère du pouvoir en place. Donc, ce système-là, cet ordre sociopolitique, je l'ai décrit d'une façon très rapide, a subitement perdu toute valeur aux yeux du musulman vers le milieu du 19e, début du 20e. On prête à l'un des réformistes musulmans, Mohamed Abdo, une parole qui me paraît très significative. Mohamed Abdo était un Égyptien qui a vécu lors de la deuxième moitié du 19e siècle. Il est mort en 1905. Il aurait dit, je n'ai pas vérifié cela, mais il aurait dit, et c'est resté dans les mémoires, qu'il était allé à Paris et qu'il avait trouvé à Paris un islam sans musulmans
et qu'il était revenu chez lui en Égypte et avait trouvé des musulmans, mais sans islam. Pour lui, l'islam, disons, qu'il avait admiré à Paris, c'était l'État moderne, c'était l'État des institutions, l'État, disons, et ce n'était pas l'État démocratique comme on en parle aujourd'hui, mais c'était un État déjà de nature très différente des pouvoirs dynastiques qui tenaient le monde musulman d'un bout à l'autre. Donc, l'islam, si je puis dire, ce qu'on présente comme une affaire de religion, est en fait une conscience d'un système de valeurs qui prédominait dans le domaine socio-politique. Les valeurs ont brusquement basculé, au lieu que ce soit auparavant, disons, dans toutes les sociétés de l'époque, que ce soit l'âge classique de l'islam ou ailleurs, la monarchie était considérée comme, disons, le meilleur système de pouvoir, puisque le meilleur système politique possible, je dis bien d'un point de vue réaliste, puisqu'il était considéré que le monarque devait être un individu bien au-dessus de tous les intérêts, disons, qui sont en compétition dans le pays, et qui pouvait être en mesure d'arbitrer entre ces intérêts, et qui surtout pouvait être en mesure, disons, de freiner les appétits des puissants, disons, pour permettre aux pauvres, à ceux qui sont marginalisés, qui sont opprimés, d'avoir, disons, des droits. Donc la monarchie était considérée comme le meilleur contrepoids au désordre qui pouvait exister dans une société. Mais brusquement, au XIXe siècle, c'est l'état de droit, si je puis dire. Selon une forme ou une autre, la formule n'est peut-être pas techniquement adaptée à ce. Mais en quelque sorte, c'est un basculement des idéaux qui se produit. Je passe très vite, disons, je saute d'une chose à une autre, si je peux me permettre. Enfin, la deuxième formulation de la question à laquelle je voudrais revenir brièvement, c'est celle, comme j'ai dit, de Bernard Lewis. Qu'est-ce qui a mal tourné, se demande Bernard Lewis est un historien remarquable par plusieurs choses. Il est l'un des rares historiens du monde musulman qui maîtrise à la fois l'arabe, le persan et le turc, et qui a eu accès et qui a utilisé les ressources dans cette trois langues. Il est aussi quelqu'un dont l'écriture en anglais, je peux vous le dire, est vraiment super. On peut parfois le lire pour le plaisir de lire un beau texte en anglais. Mais pour lui, la question ne se pose pas de savoir quelles sont les valeurs que les musulmans adoptent, quelle devrait être leur attitude pour réformer leur société, comment ils devraient rattraper leur retard, des questions comme celles qui pouvaient peser très lourd chez Ibn Salah. La question pour lui, c'est celle d'un observateur externe. C'est de savoir comment, ce n'est pas pourquoi les musulmans sont devenus attaqués, mais comment, quels sont les processus historiques qui ont conduit la communauté des musulmans à se retrouver dans cet état. Donc, nous passons, disons, d'une interrogation à portée normative à une attitude d'historien qui est de social scientist, d'une approche scientifique qui veut décrire. Et je dois dire que ce qui est remarquable maintenant autour de nous, c'est que cette approche, cette dernière approche, celle de description, de pure description, est en train de prédominer dans tout le domaine des sciences humaines, jusqu'à peut-être tuer l'esprit même des sciences humaines. Maintenant, partout, les travaux les plus sérieux cherchent, et j'allais citer quelqu'un, mais je crois qu'on n'en a pas besoin pour lui, cherchent à décrire, et surtout à décrire les discours. Pas question d'essayer de comprendre autre chose. Maintenant, dans le domaine des sciences humaines, et surtout là où la productivité, la productivité scientifique est à son niveau le plus élevé, ce qui prédomine, c'est l'idée qu'il faudrait se contenter de, disons, que le religieux dans le monde musulman se présente à nous comme un certain nombre de discours
qui se contredisent et qui produisent ou qui couvrent des attitudes, des prises de position différentes et opposées. Pour le chercheur, il ne devrait pas essayer. Le nom que j'allais mentionner était celui de Aaron Hughes, qui reproche à des historiens ou à des spécialistes de l'islam, comme Hodgson, qui leur reproche d'avoir eu un sentiment de sympathie pour l'objet de leur étude. L'idée de sympathie doit être, ou toute forme de sympathie, doit être extirpée, si je puis dire, de l'attitude scientifique. Si on veut, c'est rester proprement scientifique. C'est, disons, ce qui prédomine aujourd'hui. Et peut-être que la question qui se pose toujours, la question de pourquoi sommes-nous là, ou comment il se fait que nous nous trouvons là, maintenant prend d'autres dimensions et pousse la recherche dans d'autres directions. Maintenant, par exemple, après ce qui s'est passé à Paris il y a quelques semaines, nous en sommes à nous poser la question, comment se fait-il que, alors, à des moments, on pensait qu'on avait atteint le pire qui soit possible, il soit possible encore d'aller plus loin disons, dans la direction la plus négative qui soit. Comment se fait-il, disons, que maintenant il y ait des mouvements sociaux, des mouvements politiques, des mouvements religieux dans le monde musulman qui tournent le dos complètement aux valeurs modernes. C'est cela, je crois, ce que je voudrais souligner dans cette présentation. Alors que, comme j'ai dit, au début du XXe siècle, il y a eu ce basculement du sentiment vers les valeurs parmi les musulmans. Par exemple, je vais prendre un cas bien précis, un cas qui est malheureusement ignoré, mais j'espère qu'on arrivera à régler ce problème rapidement. Un ayatollah iranien du début du siècle, du début du XXe siècle, a publié un essai intitulé Tanbih al-Umma wa Tanzih al-Umma, disons un appel à la Umma pour se réveiller. Et que dit cet ayatollah qui était, disons, l'une des figures les plus importantes des conservateurs en Iran, c'est que l'islam, comme l'a dit Mohamed Abdou en passant, égale institution moderne, égale état de droit, égale constitutionnalisme. Il a été peut-être l'inspirateur de la révolution constitutionnaliste de l'Iran en 1905. En persan, on appelle la constitution Mashawuta. En arabe, le mot, ça veut dire que l'idée retenue de la constitution, c'est qu'elle définit des conditions précises pour l'exercice du pouvoir. Donc, en 1900, les islamistes, si je puis dire, étaient des démocrates, étaient en faveur de la constitution de l'État. Pour eux, l'islam vrai ne pouvait être que, disons, était illustré ou était pratiqué par les Européens sans le savoir. Pour eux, disons, c'est comme M. Jourdain qui faisait de la pause sans le savoir. Les Européens étaient des musulmans de fait, alors que le despotisme était, disons, la chose la pire qui puisse arriver. Et c'est au XIXe siècle, par exemple, qu'on a eu la publication de cet autre essai par Kawakibie, Abdurrahman Kawakibie, un essai qui restait fameux comme dénonciation, comme réquisitoire du despotisme. Donc, ce que je voudrais souligner, c'est qu'il n'y a pas eu, au cours de cette période, même si la question semble être la même, en fait, les préoccupations sont très différentes. Et en fait aussi, la situation, les attitudes prédominantes dans le monde musulman ont changé, et ont changé en profondeur, et continuent de changer. Et que, disons, nous avons peut-être besoin à la fois de l'approche disons, de l'historien tel qu'on le conçoit aujourd'hui, qui décrit, mais aussi de la préoccupation de celui qui se pose des questions, qui n'hésite pas à soumettre à la critique les termes qu'on utilise dans le débat, qui n'hésite pas non plus
et ça c'est très important, à placer l'évolution, les évolutions des sociétés musulmanes dans le cadre plus large de l'histoire mondiale. Je vais faire comme Shahrazad, je vais m'arrêter ici pour peut-être revenir sur le sujet un peu plus tard. Merci.